Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Cette semaine, il s'agit d'un Tracker Talk dédié au rallye boursier. Vous savez, le rallye boursier, c'est le concours d'investissement que nous organisons chaque année au journal L'Écho et à la revue L'Investisseur. Cette année, la compétition démarre le lundi 17 novembre. Pendant 10 semaines, des milliers d'investisseuses et d'investisseurs pourront placer 50 000 € d'argent fictif dans des actions, des fonds et des ETF, et cela en conditions réelles. Nous ferons le point chaque semaine dans notre journal et au terme du rallye boursier, la personne qui aura généré le plus gros rendement gagnera 10 000 € d'argent bien réel sous la forme d'un compte-titre. Toutes les infos pour rejoindre la caravane du rallye boursier se trouvent dans les notes de cet épisode ou sur le site rallyeboursier.be. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. L'épisode de la semaine se concentrera sur les biais psychologiques qui peuvent influencer vos décisions au moment d'investir. Pour en parler, nous avons invité Florence Russmann, chercheuse en finance comportementale, et Inès Dubouetier, fraîchement diplômée en sciences de gestion à l'ULB. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors Inès, vous avez réalisé votre mémoire en vous basant sur les données du rallye boursier, les données des 3-4 éditions précédentes. Alors première question assez simple, pourquoi avoir choisi le rallye boursier comme terrain d'étude ? Alors, parce que je m'y étais intéressée personnellement auparavant lors d'éditions précédentes. Et puis, au cours d'une discussion, je cherchais un peu un sujet de mémoire. Et donc, mes parents m'ont, à très juste titre, conseillé un peu de parler à certains de leurs amis, etc. Et puis, il y en a un qui est revenu justement avec cette idée, contacte le rallye boursier, je sais qu'ils sont toujours ouverts à la discussion, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et moi, je m'intéressais aux biais comportementaux, mais il me manquait la base de données. Et pourquoi les biais comportementaux ? C'est parce que on présente souvent la finance comme une science exacte, faite de chiffres et de modèles, alors qu'en réalité, elle est pratiquée par des humains qui la rendent donc inexacte par définition. Et donc, c'est vrai que les décisions qui sont prises sont pas toujours rationnelles. Il y a toute une série de biais comportementaux qui entrent en compte. Donc, ce sont des raccourcis que prend notre cerveau, de manière inconsciente souvent, qui peuvent bien sûr nous aider à prendre des décisions plus rapides, mais qui peuvent aussi nous induire en erreur. Donc c'était pour moi, le rallye boursier était pour moi du coup un terrain de jeu idéal pour un peu comprendre comment fonctionnaient ces biais. Alors comme je le disais dans l'intro, le rallye boursier, c'est une compétition où pendant 10 semaines, les participants ont un capital fictif qu'ils peuvent investir en temps réel, en conditions réelles, dans des centaines de produits financiers, majoritairement des actions. Quelles sont les principales conclusions de votre étude ? Alors donc, moi, il y a 3 questions qui ont guidé mes recherches, c'est mon mémoire. Donc, premièrement, pouvoir comprendre quels biais j'allais pouvoir identifier. Donc, il y a eu toute la question de comment les mesurer, etc. Donc, j'ai mis des mesures en place. Ensuite, quel profil d'investisseur était touché par ces différents biais identifiés. Et puis, dans quelle mesure ces biais impactaient la performance de l'investisseur. Et donc, j'ai pu identifier 4 biais différents. Donc, c'est l'excès de confiance, l'effet de disposition, le biais de représentativité et le biais de mimétisme, qu'on peut aussi appeler biais effet de mouton. Peut-être avant d'aller en détail dans ces biais-là, est-ce que Florence, vous pouvez définir ces biais dont Inès vient de parler ? Donc, il y a l'excès de confiance. Là, j'imagine, c'est quand on croit qu'on peut faire tout mieux que tout le monde. Oui, en général, on surestime ses propres jugements et ses propres capacités, soit à avoir identifié les risques, à gérer la situation. Donc, on est vraiment biaisé, on pense mieux faire que la réalité. Mais c'est souvent aussi dépendant des informations qu'on a à notre disposition et parfois, on ne regarde pas ou on ne voit pas ou on n'est pas encore conscient de certaines informations qu'on n'a pas. J'ai vu aussi l'effet de disposition, c'est quand on garde trop longtemps des actifs qui perdent trop de... Oui. Et on vend trop tôt des actifs qui augmentent vite. Exactement. Donc, on a tendance à vendre trop rapidement ses gains. Ça monte, on est très content, on veut vite empocher ses gains. Et à contrario, on va garder trop longtemps ses pertes parce qu'on espère sans fin et sans cesse que ça va remonter. Mais parfois, c'est pas le cas. Et donc, il faut pouvoir adapter ses jugements sur base justement du contexte et de la situation et pas juste sur base d'un chiffre qui monte ou qui descend.
Et alors on parlait aussi de mimétisme qui en bourse même est une stratégie qu'on appelle le suivisme, donc suivre un peu ce que les grands gérants de fonds, les grands gérants d'actifs réalisent. Exactement, donc on va calquer ces décisions sur base de celles des autres. C'est comme ça que se créent aussi des bulles. Mais c'est très rassurant, mais par contre ça peut être risqué et il vaut mieux se dire, ok, sur quoi est basée cette décision ? Quelles sont les informations qui soit soutiennent cette décision ou pas, et donc essayer de faire une petite analyse plutôt personnelle de la situation avant de juste se jeter et suivre les autres. Et donc le dernier, c'est le biais de représentativité. Représentativité, on va se baser sur des stéréotypes ou ce qu'on a en tête, au lieu de se baser de nouveau sur des informations les plus récentes, les plus pertinentes, et pas juste sur des rumeurs ou des idées préconçues qu'on a. Et donc pourquoi l'étude de ces 4 biais a concentré votre attention ? Alors, donc, j'étais dans le cadre d'un mémoire, donc j'ai dû faire des choix méthodologiques au début, en commençant celui-ci. Et donc, je me suis dit, ok, je vais un peu parcourir la littérature, voir quels sont les biais qui reviennent de plus en plus. J'ai trouvé plusieurs études, dont 2 notamment, qui classaient tous les biais par importance et par quantité d'informations disponibles, par les biais les plus étudiés finalement. Et donc, j'ai décidé de retenir, de croiser ces deux classements, et j'ai retenu les 10 biais les plus étudiés. Ensuite, j'ai parcouru chacun d'eux plus en détail dans la littérature. J'ai essayé de voir comment ils étaient étudiés et surtout comment ils étaient mesurés. Et puis après, il a fallu voir, en fonction des informations dont moi je disposais avec le rallye boursier, qu'est-ce qui était possible de faire ou pas. Donc il y a une mesure que j'ai pu reprendre telle quelle. Et puis pour les 3 autres mesures, j'ai essayé d'adapter au mieux pour essayer de détecter ce genre de comportement. Et alors pour des investisseurs actifs dans la vraie vie ou que sur le rallye boursier, si ils doivent lire votre étude, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer pour leur démarche d'investisseur, pour peut-être faire moins d'erreurs ? Mais alors, plusieurs choses. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Déjà, c'était intéressant de me rendre compte. J'ai analysé donc plusieurs choses évidemment, mais aussi les 20 titres les plus achetés. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir que dans le top 20 de ces actifs les plus achetés, il y avait des noms qui étaient très familiers. On retrouve des actions comme Amazon, Tesla, BNB, voilà, des titres qui nous sont familiers à tous. Et donc toutes ces actions, ce top 20, il a performé, il a eu un rendement brut de 0,37%, alors qu'en réalité, sur la même période, si on regarde le top 20 des titres les plus performants dans l'absolu, ils arrivent à 16%. Donc on voit que les investisseurs restent quand même dans des choses qu'ils connaissent, qui leur est familier. Et sinon, un autre enseignement là qui me vient en tête, c'est aussi que il faut la stratégie la plus performante, c'est ceux qui tradent de manière quand même soutenue, donc plus que la moyenne. Mais j'ai pu remarquer aussi qu'à un moment, trader toujours plus et plus et plus, ça n'amenait pas forcément plus de rendement. Donc il faut quand même rester lucide et pas commencer à s'emporter dans une course effrénée. Oui, c'est ça. Dans votre étude, on voit qu'après 3 semaines, il y a une différence qui se fait entre ceux qui tradent de manière quantitative de ceux qui le font de manière un peu plus qualitative en sélectionnant mieux leurs titres. Et donc, la première conclusion, c'est aussi que beaucoup de gens se concentrent sur des titres qu'on entend, qu'on voit un peu partout. Et là, vous avez dit la performance était de 0,37%, alors que dans un autre panier d'actions moins connu, la performance était beaucoup plus élevée. Tout à fait. Et j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a un sweet spot entre ne pas trader assez et trop trader. Et c'est vrai que ceux qui ne font pas assez de transactions ont des performances aussi en dessous, alors que ceux qui tradent trop aussi. Et donc, il y a vraiment ce côté, trouver le juste équilibre, quand même trader, quand même échanger, jusqu'à un certain niveau, quoi. Et alors, Florence, comment est-ce qu'un investisseur peut se protéger de tous ces biais qu'on
qu'on identifie, sachant que il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que l'argent qui est mis en jeu dans le rallye n'appartient à personne, c'est de l'argent fictif. Et là, quand même, il y a une part de risque qui est très, très basse. Oui, en effet. Alors bon, une des choses avec ce rallye, c'est sûr qu'il y a moyen d'être poussé ou d'être tenté de trader comme au casino, puisqu'il n'y a pas vraiment de conséquences personnelles à part le temps investi dans la plateforme. Moi, je conseillerais aux gens de d'abord essayer de comprendre ce qu'ils font, sans se perdre non plus dans, on va dire, l'éducation financière, mais de se fixer des objectifs, de se dire, tiens, si je devais me retrouver dans cette situation-là, dans la vraie vie, avec un portefeuille qui vaut 50 000 €, que j'ai investi de mon argent, de mon épargne, qu'est-ce que j'aimerais faire avec cet argent fructifié? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec ce gain et ce surplus? Est-ce que j'aimerais m'offrir un tour du monde, un beau voyage? Est-ce que j'aimerais le garder pour ma pension, pour m'offrir ce peace of mind? Est-ce que je veux l'offrir à mes enfants? Mais ça aide en fait. Ça aide énormément d'avoir une vision de pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on aimerait faire avec cet argent. Et évidemment, profiter du fait de ce rallye pour se familiariser avec des actions, des fonds, du cash, et aussi ce côté retourner vers la plateforme, regarder sa performance. Ça offre vraiment un terrain de jeu où on peut s'exercer, augmenter en pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pianiste jouer, mais il n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Il s'est entraîné des heures et des heures tous les jours. Alors, je ne conseillerais pas aux gens de perdre des heures et des heures, sinon on peut tomber dans l'effet inverse. Et il continue à s'entraîner aussi pour garder une souplesse. Exactement. Mais je conseillerais en effet de profiter de ce rallye pour s'exercer, se familiariser et devenir plus à l'aise. Et alors après, essayer de baser ses décisions sur des informations et pas juste sur des émotions, pas juste sur des effets de mode. Et comme l'a expliqué Inès, en effet, on se rend compte qu'il y a une performance bien meilleure, qui est même meilleure que la moyenne du marché, donc de plus de 15,56%. Voilà, de gains qui est une très belle performance. Et ça, il faut faire ses devoirs. Il faut un peu investiguer et regarder, OK, sur quoi est-ce que je base ma décision d'aller pour cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Alors, un autre conseil que je donnerais aux gens qui ne veulent pas perdre trop de temps et ne pas se perdre dans des flux d'informations trop importants, c'est de se poser la question, est-ce que je crois dans le projet de cette entreprise? Et ça, je pense que c'est un très bon curseur de manière générale. C'est est-ce que je crois dans ce que cette entreprise fait? Est-ce que je crois dans son business model? Est-ce que j'ai l'impression qu'ils prennent les bonnes décisions et pour les bonnes raisons? Et ça, en général, c'est un très bon curseur quand on ne sait pas sur quoi baser sa décision. Oui. Et donc, surtout dans la vraie vie, je dirais. Et c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a moins tendance à faire quand on investit de l'argent fictif dans une dynamique de jeu. Tout à l'heure, vous parliez de sweet spot. Si on extrapole ça à la vraie vie, il y a le court terme, le long terme. Où se situe exactement ce sweet spot? Comment est-ce que vous le voyez dans les données du rallye boursier? Alors, si on regarde par exemple l'excès de confiance, on voit que donc c'est les investisseurs qui répondent à ce billet ont tendance justement à trader de façon très 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 fréquente. Et dans le rallye boursier, on voit que ça a une limite parce que ces personnes-là ont un rendement moyen de moins 4 000, presque 4 000 € par rapport à la moyenne. Donc, ça peut être positif sur du court terme, bien sûr, mais ça a quand même ses limites, même sur du court terme. Et je pense que sur du long terme, l'investissement passif a aussi énormément d'atouts. Oui, et d'ailleurs, la littérature, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau-là et beaucoup d'analyses qui ont été faites. Il vaut mieux trader moins sur le long terme que fréquemment, mais sur le court terme, oui, il vaut mieux quand même trader, mais pas trop non plus. Donc, c'est sûr que le terme a un grand impact. Maintenant, l'avantage, c'est que de nos jours, on a aussi... et c'est l'avantage, en fait, des fonds. Donc, les fonds ont tendance à rapporter moins que les actions. Attention, c'est une tendance. Pour cette raison-là, parce que les actions, on les mesure souvent
plus, on a tendance à les regarder plus à des niveaux trimestriels, alors que des fonds, on va les regarder peut-être sur 10 ans, 5 ans, 20 ans. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et de nouveau, quels sont vos objectifs de performance et de votre investissement? Si vous avez des objectifs à très long terme, il vaut peut-être mieux pour vous, pour votre santé mentale, ou parce que vous n'avez pas le temps d'investir soit dans un fonds, soit dans un ETF, où vous savez qui suit les plus performants du marché et pas juste les effets de mode, pour vous guider dans cette décision. Est-ce que je fais des investissements sur le court terme ou sur le long terme? Et est-ce que dans votre étude, on peut dégager comme ça des conclusions qu'on ne voit que chez les gagnants et d'autres qu'on ne voit que chez les perdants? Il n'y a pas de tendance très très nette, mais c'est vrai qu'on voit que par exemple les plus performants mobilisent l'argent qu'ils ont. Donc il y a très peu de cash qui reste dans le portefeuille, enfin qui reste dormant, on va dire. Donc voilà, l'argent est investi. Il y a toujours une petite part qui est diversifiée en fonds. Donc ça c'est intéressant. Et là, donc voilà aussi la thématique, on a dit, de trader suffisamment, mais sans tomber dans un excès. Ça fonctionne aussi. Et peut-être que c'est biaisé, l'étude est aussi peut-être biaisée parce que quand ça fonctionne pas, on a tendance à abandonner. Voilà, que c'est de l'argent fictif. Exactement. Est-ce que vous voyez des pistes ou vous avez des idées pour améliorer la manière dont nous, ici à l'Éco, on organise ce rallye boursier pour le rendre peut-être moins jouet, mais plus outil pour s'entraîner, outil pour s'éduquer financièrement? Un des grands, finalement, quand j'ai pris un peu de recul avec tout ce que j'avais appris dans ce mémoire, je me suis dit, c'est vrai qu'au final, investir intelligemment, c'est aussi et avant tout apprendre à se méfier de soi-même, connaître ses propres limites, être conscient que il y a ces biais qui nous habitent. Donc, je pense qu'une première piste, c'est l'éducation et la formation. Donc, dans le rallye boursier, ça peut être via des petits quiz, des capsules vidéo, etc. On peut aussi, par exemple, et je pense que ça fonctionne aussi, que selon comment l'information est présentée, par exemple, si je participe au concours, je m'apprête à acheter une action Apple qui est très populaire, il y a la petite icône effet de mode qui apparaît, et comme ça, l'investisseur sait que cette action... Il n'est pas le seul à avoir eu cette idée-là à ce moment-là. Oui, tout à fait. Ouais. Par exemple. Et d'autres pistes ou idées? Oui, tout à fait. Dans la même lignée, pareil, on peut aussi alerter le participant dès que son portefeuille devient trop concentré sur un pays ou sur un secteur, par exemple. On pourrait aussi, par exemple, faire des récapitulatifs hebdomadaires. On a détecté ce type de comportement qui s'apparente à ce biais-là. Faites attention. Plus dans un esprit de prévention. Pour revenir à ce que Florence disait tout à l'heure, même établir avec les participants chaque semaine des nouveaux objectifs pour parce que parfois on est largué dans le classement général parce qu'on a visé Tesla comme tout le monde et Tesla a perdu 20% après 2 jours. On a tendance à vouloir abandonner le rallye boursier, mais c'est vrai que si on se fixait toutes les semaines un nouvel objectif au niveau de l'éducation, au niveau de l'apprentissage, ça pourrait être intéressant aussi. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est particulièrement pertinent. Moi, j'ai 23 ans, je suis quand même assez jeune. Oui, j'ai fait des études en ingénieur de gestion, mais la bourse, même si je l'ai étudiée, ça me paraît quand même quelque chose de lointain, d'abstrait, c'est pas toujours. Et du coup, je trouve que se dire pourquoi j'investis, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent, je trouve que ça permet d'ancrer dans le réel ces décisions d'investissement. Et aussi, comme disait Florence, le conseil de se dire investir dans une entreprise dans laquelle je crois, c'est aussi, je trouve, une autre façon de remettre un peu la décision d'investissement, d'avoir les pieds sur terre et de rendre ça plus concret et voilà. Oui, et parfois les gens, quand je dis dans laquelle je crois, les gens ne savent pas trop comment se positionner par rapport à ça. Positionnez-vous aussi par rapport en tant que consommateur. Est-ce que c'est un produit que je consommerais?
Et ça, parfois, ça peut vous guider parce que si vous êtes prêt à l'acheter et dépenser de l'argent pour, probablement d'autres personnes aussi, et vous êtes déjà leur premier client. Donc ça peut aider aussi à guider le fameux est-ce que je crois en cette entreprise. Et pour l'éco, oui, j'espère que le rallye va continuer parce que c'est vraiment une opportunité éducationnelle énorme pour le public et se familiariser avec le marché boursier qui permet justement de profiter de ce compounding interest, donc faire fructifier son argent, faire travailler son argent pour soi, qui est intéressant et qui est une réelle opportunité pour les gens de faire fructifier l'argent qu'ils ont déjà gagné et de faire grandir leur patrimoine. On a parlé, oui, des icônes. Savez-vous que 82% des gens dans le rallye ont acheté telle action? Mais on pourrait aussi imaginer simplement des questions que les gens peuvent se poser. Dans quelle situation? Et comme ça peut peut-être guider la manière dont ils prennent les décisions, pas leur dire quoi faire, mais plus leur dire, tiens, est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là? Et donc, on pourra avoir des pastilles plus informatives. Par exemple, que les plus performants dans ce jeu, en général, ont entre une moyenne de 9-10 000 euros en cash seulement. Et alors, avoir un point de référence, un point de comparaison, mais aussi avoir une série de questions qu'on peut se poser pour guider ses choix, ou la possibilité, en effet, de se fixer des objectifs. Ça, je pense que ça peut aider. Et quelque chose dans lequel je crois aussi énormément, mais c'est peut-être plus difficile à implémenter au niveau d'un rallye récurrent et sur le court terme, mais ce serait de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut aussi récompenser l'investissement sur le long terme? Essayer de voir s'il y a peut-être moyen de figer les portefeuilles à un moment donné et avoir d'autres types de gagnants. Parce que c'est sûr que sur 3 mois, on a parfois du coup tendance à récompenser, je vais dire, les joueurs casino, mais même si ce n'est pas à 100% le cas comme on l'a vu, parce que trop trader aussi, c'est pas bon. Mais donc voilà, apporter une autre dimension au jeu pour récompenser aussi peut-être pas seulement celui qui a fait le mieux, mais peut-être celui qui a le mieux suivi ses objectifs ou celui qui a fait le mieux sur le long terme et pas juste sur le court terme. Ouais. Et avant de vous poser la dernière question, j'invite les gens qui nous écoutent à nous donner leurs idées, leurs suggestions pour améliorer ce concours et cette expérience aussi. La dernière question, elle est toute simple. Est-ce que vous allez participer au rallye boursier cette année ? Alors moi, c'est un grand oui. Je m'étais déjà inscrite en tant que curieuse pour voir, par exemple, l'interface, comment ça fonctionnait un peu concrètement, mais j'avais pas passé le cap de faire des trades. Et clairement, j'aimerais bien investir mon argent plus tard et je trouve que c'est l'opportunité idéale pour se tester et se familiariser un peu avec tout ça. On dit aussi souvent, on entend souvent des participants que c'est un bon outil pour voir comment on réagit soi-même à perdre, donc sur ces 50 000 euros d'argent fictif, perdre un quart de cet argent-là. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on est fâché? Est-ce qu'on est triste? Voilà, donc on peut apprendre des choses sur les marchés, mais on peut aussi apprendre des choses sur soi-même, je pense. Oui. Et vous, Florence, vous allez participer? Moi aussi, je vais participer cette année. Alors, je confesse, mea culpa, je n'ai jamais participé dans le passé, mais j'adore le concept. Et maintenant que j'ai travaillé dessus avec Inès, je vais me jeter à l'eau et je vais participer avec grand plaisir. Et je suis très curieuse, en effet, d'apprendre à mieux gérer l'interface et surtout avoir cette opportunité de gérer un portefeuille fictif et d'apprendre à mieux me connaître. Et sur ce point-là, je dirais que c'est super important. Parce que parfois, on peut avoir peur de nos réactions émotionnelles, mais je pense qu'il faut le prendre comme une opportunité d'apprentissage et savoir qu'on décrit parfois les biais comme « attention, c'est mauvais, ça vous fait perdre de l'argent ». Mais oui et non. Pourquoi est-ce qu'on a des émotions en nous? Pourquoi est-ce qu'on a des réactions? Pourquoi est-ce qu'on est biaisé? À la base, ça vient d'un instinct de survie depuis des millénaires en nous. Et je pense que au lieu de dire c'est mal, essayer de se poser la question, tiens, qu'est-ce que mon corps m'envoie comme signal? Qu'est-ce qu'il interprète comme étant un danger? Et alors quand on comprend, tiens, qu'est-ce que mon corps a identifié comme danger qui me fait réagir?
alors on peut peut-être se dire, est-ce que c'est un biais qui me pousse à faire mieux ou à faire moins bien? Ou est-ce que c'est un biais qui me pousse à prendre moins de risques? Mais en fait, je n'ai pas un grand tigre devant moi, je n'ai pas un grand danger devant moi, et donc du coup, avoir la confiance de surmonter en fait ce biais. Et donc, comprendre que c'est pas quelque chose de mal ou de mauvais en soi, c'est quelque chose en nous, mais qui est comme un petit signal, un petit pop-up de notre corps, et de se dire, OK, je peux en fait le démystifier, je peux le comprendre, et alors prendre mes propres décisions sur base de ma compréhension de la situation. En tout cas, on ira voir dans les classements où vous vous situez, on vous fera réagir pendant La pression maintenant, Florence. Et merci beaucoup pour votre venue ici dans les studios de Tracker, et bonne continuation alors dans vos travaux et dans vos recherches sur la finance comportementale. Ben, merci à vous d'avoir partagé vos données et nous avoir permis d'investiguer un peu plus cette belle expérience. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Salim. Et bonne chance à tous pour le rallye boursier. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous le rappelle, si vous souhaitez rejoindre la caravane du rallye boursier qui démarre ce lundi 17 novembre, il faut s'inscrire gratuitement à l'adresse rallyeboursier.be. Et n'hésitez pas aussi à venir faire un petit tour dans le groupe Les Trackers de l'écho sur Facebook. C'était Salim Nesba et Julie Garrigue pour Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. On se retrouve très prochainement.